Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, un petit peu posé comme ça, au débeauté, j'avais envie de faire un petit podcast, pas très long, vraiment, histoire de vous parler d'un film qui pour moi était vraiment une petite claque ces dernières semaines, et dont j'ai parlé l'espace de 2-3 minutes lors du 4e numéro, il me semble, du live de Confinesthésie, que je vous invite à aller écouter au passage, puisque tous les lives restent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les écouter à satiété, et j'avais envie de vous parler et de développer un petit peu plus sur The Headhunter de Jordan Rudnick. Donc The Headhunter, ça date de 2019 et c'est une œuvre ô combien fascinante, étrange, étonnante, de laquelle je suis vraiment tombé amoureux pour de multiples raisons, mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard, et qui est déjà un petit peu hors norme, qui est déjà une prouesse en tant que telle, puisqu'elle a coûté un budget ridicule. Ça a coûté moins de 100 000 $, ce qui est vraiment, je pense que pour ceux qui connaissent un peu le cinéma et connaissent un petit peu la manière dont fonctionne la création cinématographique, c'est un budget absolument ridicule. Et c'est d'autant plus fort que, malgré ce budget ridicule, le film s'engage quand même dans quelque chose qui est ambitieux finalement, qui demande beaucoup, c'est à savoir la dark fantasy. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire un film de dark fantasy qui va sombrer progressivement dans l'horreur, mais avec un budget minuscule, et pourtant, et c'est ça qui est très fort, hallucinant pour moi vraiment, c'est qu'on y croit, que jamais le film n'est cheap à aucun moment, et pourtant c'est quand même une sacrée prise de risque. Et c'est pour ça que le film m'a littéralement vraiment bluffé. Mais tout d'abord, avant de rentrer un petit peu dans les détails sur ce point-là, je vais vous parler un petit peu de quoi ça parle, qui est le synopsis de base, qui est au final très très simple, très archétypal. C'est vraiment un revenge movie on ne peut plus simple, avec des éléments de film de monstre, mais je vais vraiment un petit peu plus détailler de quoi il s'agit. Donc, The Headhunter, il faut d'abord voir que c'est très minimaliste. Alors, eu égard au budget, évidemment, mais c'est un canevas, si vous voulez, de cinéma de genre extrêmement minimaliste. Donc on est dans la dark fantasy, on est dans du médiéval fantastique. On suit donc un personnage qui est joué par Christopher Reeve, qui est absolument exceptionnel dans le film, et on ne suivra qu'un personnage. C'est la spécificité du film déjà, et qui fait son minimalisme aussi, c'est qu'il n'y a qu'un seul personnage. On en verra un deuxième avec lequel il interagit au tout début et à la toute fin, qui est donc sa fille. Et l'idée, c'est que ce personnage est un guerrier solitaire qui vit dans une chaumière, dans des contrées assez hostiles. Alors on voit qu'aux alentours, il y a des châteaux forts, mais tout ça, c'est encore une fois que suggéré par des bruits, par des silhouettes justement, mais ça va pas plus loin que ça. On suit juste ce personnage, et c'est un chasseur de monstres. Il est averti de manière un petit peu étrange, encore une fois, c'est très elliptique tout ça, c'est très nébuleux. Par un corps aussi qui sonne, on entend ça et on sait qu'il doit aller capturer un monstre. Alors pour ajouter le côté Headhunter, c'est qu'à chaque fois qu'il tue un monstre, il le décapite et il prend sa tête, et cette tête il l'entrepose à l'intérieur de sa chaumière sur des pieux qui sont aiguisés et qu'il aiguise en fait pour pouvoir faire son tableau de chasse. L'idée c'est que au-delà de ça, il y a une quête, un revenge movie, c'est fondamentalement un revenge movie, puisqu'il essaie de trouver le monstre qui a tué sa fille. D'où le fait qu'en intro et en conclusion, on voit un flashback avec sa fille qui donc a été tuée par cette créature dont on ne connaît pas grand chose. On va découvrir au fur et à mesure, il va s'y confronter de toute façon, c'est assez évident. Le film, si vous voulez, ne brille pas par son scénario, c'est encore une fois extrêmement simple, extrêmement archétypal. L'idée simplement, c'est que justement, ce n'est pas tant l'histoire qui est importante, c'est la mise en scène qui est autour et la manière dont ça va se dérouler. Donc, narrativement, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement direct, c'est extrêmement archétypal, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment le personnage va gérer cet enjeu. Comment il va remplir sa quête, s'il la remplit. Quelles sont les difficultés qui vont se poser devant lui. Et au-delà de ça, la mise en scène. Comment je vais mettre en scène ça? Comment ma mise en scène va transcender ce récit simple, direct, archétypal, avec cet enjeu très simple de vengeance. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ça vous le savez, je pense que c'est une terminologie qui est pour moi extrêmement importante, qu'est-ce que diégétiquement je vais susciter chez le spectateur? J'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas montrer grand chose, ou alors si j'essaie de montrer plus que ce que mes moyens me permettent, je prends le risque que ça paraisse cheap, et ben là à aucun moment, puisque du coup je ne vais montrer, je vais juste susciter. Et à toi spectateur d'aller explorer la diégèse, l'univers que je te propose. Encore une fois, je sème une graine dans ton imaginaire, je l'arrose par ce petit récit. Et ça va prendre des proportions dans mon imaginaire. Je vais aller pouvoir explorer le récit, explorer l'univers à travers mes rêves et mes cauchemars, puisque le film a une dimension, vous le verrez dans la seconde partie, horrifique. Et c'est ça qui est absolument génial. Juste ce château que je vois au fond, cette silhouette de château d'ailleurs, près de Château Fort, avec ces silhouettes humaines
qui sont sur les tours, cette musique lointaine qui émane du château, qui indique qu'il y a de la vie, évidemment. Mais je garde l'aspect solitude, c'est ça qui est important, ce récit d'un guerrier solitaire, parce que ça me suscite une ambiance particulière, des émotions particulières, la solitude par exemple. Mais je sais que au-delà de cette histoire-là, cet univers, il existe, il a une consistance. Et c'est ça que je trouve génial dans le film, c'est qu'il crée une consistance juste par le biais de petites touches comme ça, qui sont disséminées ça et là, et qui font que le film est absolument merveilleux et propose quelque chose au-delà de son récit, qu'il a quelque chose de concret et qu'on y croit. En fait, ça c'est ça qui est important. Alors comment le film va réussir à faire ça ? Par moult moyens, et notamment un qui me paraît peut-être le plus réussi dans le film, c'est l'art de l'ellipse. C'est-à-dire que le film, parce qu'il ne peut pas montrer des scènes d'action, parce qu'il ne peut pas montrer une profusion de monstres, parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, et qu'encore une fois il prendrait le risque d'être cheap, il va faire à chaque fois qu'il y a un monstre, c'est-à-dire qu'on va rester fondamentalement à l'intérieur de la chaumière du guerrier. On va avoir quelques plans parfois, on va le suivre un petit peu dans ses aventures, mais les monstres simplement on ne va pas les voir, on va leur voir rentrer par exemple dans une caverne ténébreuse, pénétrer dans ces ténèbres, et finalement on arrive sur une sorte de fondu au noir fondamentalement, on entend l'épée qui est dégainée par le héros, le cri d'un monstre, et là pour le coup il y a un travail sur le sound design qui est génial, parce que, et notamment pour la créature un petit peu, si vous voulez, qui est l'enjeu principal du récit, qui en termes de sound design je trouve est génial, hyper inventive, et ça donne vraiment quelque chose d'assez unique. Et il va travailler aussi au passage sur cette ellipse-là qui va combiner constamment un procédé de synecdoque, à savoir prendre la partie pour le tout, c'est-à-dire qu'il va faire exister les monstres par une partie des monstres qui est la tête en fait fondamentalement, puisqu'à chaque fois la seule chose qu'on va voir des monstres, c'est la tête de ces monstres que va ramener à chaque fois dans sa chaumière après l'ellipse justement le guerrier et qui va planter à son mur sur les pieux. Et là pour le coup il y a quelque chose qui est quand même génial, c'est les effets spéciaux, parce que c'est quand même vraiment magique, il y a un travail sur les effets pratiques, parce qu'il y a peu de CGI, très 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 peu. Le reste simplement des effets, encore une fois très pratiques, très pragmatiques, sont des têtes, travail des prothèses, et c'est juste magique, parce que justement on va créer une sorte de variété dans les créatures, de variété dans le bestiaire. On ne verra jamais le bestiaire à proprement parler en action, mais c'est par la partie que ça va susciter dans notre imaginaire le tout ce qu'était la créature. Donc on a par exemple un loup-garou, on a un troll, et plein d'autres créatures qui sont encore une fois entreposées sur ce tableau de chasse, et qui vont faire un effet de synecdoque, parce que finalement, cette variété du bestiaire, cette variété des monstres qu'on ne verra jamais en action, elle est quand même présente ici. Et ces têtes, elles suscitent le corps, elles suscitent le combat, elles suscitent la difficulté du combat. Alors ça c'est renforcé aussi par les blessures qu'on découvre du héros à chaque fois qu'il rentre au logis, à savoir que ces blessures-là, elles montrent la violence du combat, certes, elles sous-entendent la séquence d'action, elles sous-entendent le combat qu'il y a eu, le combat violent, le combat brutal, le combat bestial, mais en plus ça suscite diverses autres parties de la créature. Prenons l'exemple du loup-garou qui va combattre, c'est-à-dire qu'on verra la tête du loup-garou au terme de la séquence, mais d'abord on voit le personnage rentrer chez lui avec la tête dans un sac, mais on voit pas de quelle tête il s'agit, et son visage est entaillé de 3 griffes énormes, ou 3 ou 4 griffes énormes, et puis son nez est en partie découpée. Donc vous avez tous ces éléments là en fait qui vont susciter ces 3 griffes plus la tête du loup-garou qu'on verra au terme de la séquence, ce loup-garou qu'on n'a jamais vu à proprement parler mais qui est présent. Et ça c'est absolument génial, parce que y a quelque chose qui sort de cet élément là, qui crée un univers encore une fois persistant. Donc vous avez ce mix entre synecdoque et ellipse, ou ellipse qui va amener à des synecdoques pour être plus précis, et qui va créer encore une fois tout cet univers persistant, toute cette puissance diégétique qui va arriver en fait par la suite. Ajoutons à cela que le film est quasiment muet, c'est-à-dire encore une fois on est sur la base du cinéma, c'est raconter une histoire par l'image sans forcément surligner avec les paroles. Alors évidemment on a parfois en voix off le héros qui parle et qui pour le coup exprime plutôt ses émotions, son état intérieur, mais le reste tout passe par l'image simplement, tout passe par la mise en scène. Si vous voulez, c'est ça qui fait que le film est génial. Il n'y a pas, encore une fois, on n'en rajoute pas une couche par-dessus. Tout est raconté simplement, mais de manière extrêmement efficace. Et encore une fois, on raconte l'histoire, mais on raconte l'univers qui est autour. Alors, au passage, moi, le film est tellement fort, en fait, en tout cas m'a fait tellement d'effets, que moi j'y ai vu dès le début en fait des éléments qui font que j'avais l'impression d'être dans Skyrim. C'est pour vous dire quand même un jeu avec un budget quand même nettement supérieur, mais pour moi ça y est, j'étais dedans. C'était pour moi une des adaptations, je pense, les plus claires, les plus, dans une certaine mesure, les plus fidèles en fait à l'univers qu'il y a dans Skyrim. Évidemment, donc
en référence, il y a des références évidemment à The Thing de Carpenter, en tout cas pour la dernière partie qui est vraiment une partie horrifique. Évidemment aussi qu'il y a des références un peu plus directes à Predator par exemple, avec le chasseur, et puis l'idée voilà, que le casque, si vous voyez de face du héros, c'est Predator évidemment. Donc il y a en plus, si vous voulez, de cette absence de soulignage, en fait, de surlignage de la narration, de ce travail en fait sur l'ambiance, sur la diégèse, vous avez un référentiel, et ce référentiel va renforcer encore une fois l'univers parce qu'il ramène celui qui a ce référentiel à tout un tas d'autres mythologies, d'autres films, d'autres œuvres culturelles qui vont encore une fois permettre, sans qu'on dise grand chose dans le film, d'établir, d'asseoir les fondements d'un univers cohérent, pertinent, qui fonctionne, il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc le référentiel a une importance, c'est pas un référentiel juste pour faire du référentiel, c'est parce que lui, il sert encore une fois à asseoir l'univers et à asseoir de fait la narration qui s'y déroule. Dernier point qui me paraît important, parce que j'ai pas envie de vous en dire trop, j'ai envie que vous le découvriez aussi, il y a tout un travail sur un personnage également pour moi qui est important, qui est le vent, parce que le vent est traité, et ça je trouve ça génial, comme un personnage à part entière. Il est celui qui va, dans un premier temps, rendre ce générique absolument magnifique, où on travaille selon l'ombre et la lumière, parce que c'est important de poser quand même ce petit élément nécessaire en fait à la bonne compréhension de ce que je vais dire. Dans la maison, en fait, dans la chaumière du héros, vous avez, elle est très sombre, et il y a une fenêtre en fait à l'arrière de la maison qui passe son temps, par le biais du courant d'air, à s'ouvrir et à se fermer. Elle va avoir en tout cas ce premier point important, c'est celle qui va vraiment travailler en fait le générique pour pouvoir révéler en fait divers éléments qui est à l'intérieur de la maison, qui va permettre de révéler en fait qui est le personnage, mais de manière purement graphique, sans qu'il y ait quelque chose qui soit dit. Toute l'histoire est posée en fait juste par ce courant d'air qui ouvre et qui ferme la fenêtre, qui va permettre une alternance entre le noir et la lumière. Ça crée en fait des sortes de fondus au noir qui sont vachement jolis, esthétiquement super bien foutus, mais des fondus au noir si vous voulez en lumière naturelle, parce que le film est tourné en lumière naturelle, mais qui va aussi avoir une importance narrative, c'est-à-dire qu'il y a une importance esthétique dans un premier temps, et puis ensuite narrative dans un second temps, et qui vont amener justement au troisième acte du film fondamentalement, et qui vont le rendre aussi possible, si vous voulez, dans une certaine mesure. Donc le courant d'air, le vent, est un personnage à part entière. Alors on peut l'interpréter de diverses manières, ça je vais pas rentrer là-dedans, parce qu'encore une fois je vais vous laisser découvrir et vous laisser interpréter, explorer l'univers à votre façon, selon votre optique à vous, selon votre perception. Mais c'est vraiment aussi un personnage à part entière qui est très important, puisque cette fenêtre qui est continuellement ballottée par ce courant d'air, par ce vent, a une importance capitale dans la narration. J'achèverai, je conclurai, pour ne pas rentrer, et très peu rentrer si vous voulez dans la dernière partie du film, encore une fois pour ne pas spoiler, que le film va progressivement de la dark fantasy glisser vers l'horreur, moi que je trouve fortement inspiré de The Thing, évidemment de Carpenter, notamment pour le visuel d'une créature. Encore une fois, le travail est évident, il faut éviter potentiellement de paraître cheap, il faut éviter de montrer ces créatures, donc travailler sur la pénombre, etc. Évidemment, mais justement c'est très 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 bien foutu sur la question de la suggestion et de la monstration, c'est extrêmement bien géré. On fait comme on peut, on se débrouille, on trouve des trucs, donc il y a quelque chose de l'ordre du système D, mais un système D encore une fois très subtil, très rusé, très habile, qui permet encore une fois qu'on croit à cette dernière partie horrifique, qu'elle soit réellement angoissante, et qu'elle soit, cette angoisse si vous voulez, elle est renforcée par tout le travail d'ambiance qui est fait dans les deux premiers actes. En fait le troisième acte n'est que l'aboutissement, le climax si vous voulez, de tout cet élément là, de toute cette construction d'ambiance, toute cette construction narrative, de toute cette construction d'enjeu qui va mener à ça, et au passage qui mènera au vrai, parce que je parle du troisième acte, mais qui mènera au climax du film, que je trouve vraiment vraiment terrifiant, vraiment ironique, et que je trouve être une idée merveilleuse. Donc j'adore la fin aussi du film, je trouve que le dernier plan est absolument top. Donc c'est ça qui est absolument génial dans le film, je me répète certainement, mais j'adore vraiment cette dernière partie horrifique qui certes peut être frustrante, peut apparaître frustrante, mais je trouve que cette frustration, ce n'est pas une frustration encore une fois déceptive, c'est juste ce qu'il faut. On en aimerait plus, mais c'est juste ce qu'il faut. Il va jamais trop loin le film pour sombrer dans le ridicule. Il reste un petit peu en retrait,
mais ce retrait justement me permet d'explorer ce qu'il y a entre le retrait et l'excès potentiel. Ça me laisse une marge, encore une fois, à mon imaginaire, et je trouve ça génial, et vraiment la peur pour moi fonctionne, l'angoisse fonctionne, le stress et le suspense fonctionnent dans toute la dernière partie, qui est une partie toute nocturne, et qui s'oppose beaucoup vraiment à toute la partie d'avant, qui est plutôt tournée de jour, en lumière naturelle encore une fois, avec justement aussi ce travail, c'est assez intéressant aussi sur ces grands panoramiques ou ces grands espaces qui sont filmés encore une fois pour donner de l'ampleur, quelque chose d'épique, hein, c'est-à-dire que c'est intimiste certes, mais il y a quelque chose qui sort, qui devient épique, qui jaillit d'intimiste en fait, donc ça fonctionne extrêmement bien aussi sur ce point-là. Et donc j'adore cette partie horrifique, aussi parce qu'elle est toujours soutenue par ses effets spatiaux extrêmement malins, et pour lequel le film a été encore une fois primé, et c'est totalement mérité. Donc, The Headhunter, je vais pas en rajouter des couches, il faut découvrir ce film. Ça dure pas très longtemps, encore une fois, ça dure 1h12, c'est peu. Donc vous avez largement le temps actuellement de découvrir ce genre de petits films. Il me semble qu'il est sur Amazon Prime disponible, donc il me semble qu'on l'avait dit sur le Confinesthésie, donc vous pouvez le trouver très facilement. C'est vraiment une belle curiosité, c'est un bel exercice de style, c'est une belle petite prouesse cinématographique. Si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez pourquoi pas aussi le passage, parce qu'il y a vraiment des éléments de body horror, si vous aimez le body horror aussi, ce qui est mon cas, si vous aimez le revenge movie, vous avez une sorte de pot-pourri de tout ça qui est extrêmement généreux, plein d'amour pour ce que ça propose, ça a envie, encore une fois c'est pas cynique, ça a juste envie de raconter une histoire, et ça le fait merveilleusement bien, et de manière extrêmement étonnante et complètement fascinante. Donc allez découvrir The Headhunter, de Jordan Rodney. Ce sera, je suppose, j'espère, mais vous me direz ça dans les commentaires, une très belle découverte. Vous allez vous éclater, je pense. Donc allez-y, foncez découvrir cette œuvre pour le moins étonnante.